Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes dimanche, nous allons prendre un petit déjeuner ensemble. Peut-être êtes-vous au lit, peut-être êtes-vous dans la cuisine, peut-être êtes-vous ailleurs, dans le jardin, il fait si beau. En tout cas, je vais vous présenter mon invité. Nous l'avons déjà rencontré il y a quelques années. C'est le pionnier de la musique électronique. Il a eu 4 victoires de la musique. C'est Jean-Michel Jarre qui est avec nous ce matin, avec toujours cette dégaine là d'adolescent. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Vous savez que ça fait râler pas mal de gens parce qu'on a rencontré des amis à vous qui disent mais c'est incroyable, mais il vieillit pas, qu'est-ce qu'il fait? Mais je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est énervant, ça devrait au contraire donner le moral. Ça. Oui, mais enfin on a envie d'être comme vous. Voilà, alors donc j'en profite parce que ma mère doit être réveillée pour lui dire une fois pour toutes qu'il faut pas qu'elle écoute tout ça parce que c'est vraiment elle qui est responsable de tout, enfin co-responsable en tout cas. Ah, avec c'est le joli, donc père. vous lui rendez hommage. Avant Exactement. Tout. Là, c'est vrai qu'on va parler bien sûr de ce nouvel album, c'est toujours un événement, que ce soit un spectacle, Jean-Michel Jarre, c'est un événement parce qu'à chaque fois c'est grandiose dans des décors naturels, et puis un album, ça doit être le 18e? Je sais pas, apparemment, Ouais. mais enfin en comptant les albums live, etc. Ce sont pas, disons que l'album Théoria est un album studio, donc un album original. Dans ce chiffre qui me paraît beaucoup. Il y a beaucoup d'albums qui sont aussi, enfin un certain nombre d'albums sont des albums ou de spectacles ou de concerts ou d'autres choses. Être né en août, est-ce que c'est pas un handicap quand on est un gamin, alors que tout le monde est dispersé, on peut pas fêter son anniversaire? Alors ça c'est vrai, c'est vrai que c'est une grosse frustration, mais en même temps, bon, le 24 août, alors évidemment c'est la Saint-Barthélemy, c'est la libération de Paris, c'est contradictoire, mais c'est en même temps quelque chose que, enfin, je m'y suis habitué forcément, mais c'est pas mal la fin de l'été aussi pour l'anniversaire, parce que ça permettait, notamment à l'école, d'être toujours en phase avec la rentrée au niveau de l'âge. Si je vous dis les puces, oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ben, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque toute une partie de mon enfance et de ma première partie d'adolescence, parce que ma mère tenait un stand de brocante, puis ensuite de vêtements anciens aux puces, et donc j'allais le week-end, le samedi matin très tôt, monter le stand du marché Malik, et c'est un souvenir frileux. Parce qu'il fait assez froid le matin. Tenez en plein courant d'air. En plein courant d'air, mais en même temps extraordinaire parce que les puces sont toujours, d'ailleurs, un endroit moi que j'adore, mais qui était particulièrement à cette époque vraiment un lieu de rencontre d'artistes, de philosophes, de musiciens. Boris Vian. Boris Vian, il y avait le frère de Boris Vian qui vendait tous ses instruments surréalistes, le violon trompette, etc. Enfin, qui était en fait, c'est drôle que vous parliez de ça. Il était exactement à côté de la boutique de ma mère. Qu'est-ce que vous inspire ceci? Écoutez. Alors ça m'inspire aussi un autre moment de mon enfance qui est le chat qui pêche. Chez moi, j'étais le gosse de ce club, et donc dans la journée, je descendais dans la cave de ce club où j'ai été en contact, sans savoir exactement qui ils étaient encore à l'époque, avec des gens comme Don Cherry, Archie Shepp et Chet Baker qu'on entendait, qui font vraiment partie des sons de mon enfance. Et je me souviens notamment de l'anniversaire, je pense, de mes 9 ans, où Chet Baker m'a assis sur le piano droit, le Pride piano, comme ça, et puis il a joué pour moi de la trompette comme ça, à cette distance. Et même encore, quand je vous en parle ce matin, je sens encore le souffle de son instrument contre la poitrine, et c'est un souvenir, c'est dans des souvenirs extraordinaires et qui sont en noir et blanc. C'est vraiment bizarre parce que le jazz de cette époque, on avait beaucoup d'images en noir et blanc. Eh bien, les images ou les rêves ou les images que j'ai de cette époque sont en noir et blanc. Alors, couleur et noir et blanc, puisque Alexandra Agarde a feuilleté l'album Souvenir de Jean-Michel Jarre. Regardez. S'il porte des lunettes en concert, c'est A, qu'il aime Polnareff, ou B, qu'il est un peu visionnaire. Réponse B, car ce musicien lyonnais est un martien dans le paysage musical français, venu de la planète électronique, peuplé d'instruments électriques, une sorte de dieu mutant qui voyage dans le temps. J'ai toujours eu l'impression que la métamorphose, c'est un petit peu ce supplément de vie. Mais retour vers le futur, cette faculté de marcher dans les étoiles, Jean-Michel la tient de sa mère, grande résistante pendant la guerre, qui a toujours privilégié la liberté. Fils du compositeur de musique de film Maurice Jarre, qu'il a abandonné enfant, Jean-Michel a plutôt subi l'influence de son grand-père, inventeur du tourne-disque et d'une table de mixage.
Dès 5 ans, il débute le piano, à 13 la guitare, et après une courte période rocker, c'est l'heure du synthétiseur. Certes, il y a la parenthèse parolier pour chanteur à succès, mais il fait la rencontre du troisième type avec le maître de la musique concrète Pierre Schaeffer et commence alors son voyage dans l'électronique. Je pense personnellement que la musique doit être ressentie par tous. On a un petit peu tendance, en Europe en particulier, à mettre un smoking pour écouter de la musique. 12 millions de son premier album vendu en France, de quoi s'en acheter des smokings. Mais sur sa planète, on préfère les lasers et les feux d'artifice, tout ce qui électrise le ciel et qui peut rapporter des victoires. Le gagnant est Jean-Michel Jarre. Qui on pourrait bien remercier, en ce qui me concerne, il y en a beaucoup. Il pourrait y avoir déjà celui qui a inventé l'électricité. D'où cette idée lumineuse, il fait entrer l'électronique à l'opéra, dans les aéroports et en 83 dans les supermarchés avec un disque vendu aux enchères à un seul exemplaire. 69 000. Avant de s'exporter façon showbiz dans le monde entier. Ces concerts, comme ces histoires de cœur, font le tour du monde et nous laissent croire qu'on a enfin trouvé son ciel, tout près du 7e. Qu'est-ce que c'est le 7e ciel pour vous? C'est celui qu'on essaie d'atteindre et en espérant qu'on mettra le plus longtemps possible à l'atteindre. Et vous l'avez atteint? Non, bien sûr que non. Bon. Donc il reste encore du chemin à faire. Vous avez renoué avec votre père, Maurice Jarre, depuis quelque temps. D'ailleurs, pour votre mariage, il y a 1 an, presque jour 2 ans. 2 ans, pardon, presque oui. Jour pour jour. C'était en mai. Oui. Il vous a écrit d'ailleurs une musique originale. Est-ce que vous lui avez pardonné cet abandon? Totalement. En plus, je veux dire que bon, sans faire quoi que ce soit et sans prendre un ton larmoyant, finalement, au bout d'un moment, on apprend que, ça on met du temps d'ailleurs, que l'histoire de ses parents, c'est leur histoire, c'est pas la vôtre. Bien entendu, vous y êtes impliqué, vous pouvez en être victime, mais donc le jugement, au bout d'un moment, est quelque chose qui doit finalement ne pas rentrer en ligne de compte quand on pense à sa mère ou à son père. Mais cette perte de repère paternel, est-ce que ça a entraîné quelque chose en vous? Oui, je pense que, en fait, c'est souvent ce que je me suis dit. Je crois qu'il vaut mieux avoir un conflit ouvert avec un père ou avec une mère. Il vaut mieux, et c'est dur ce que je vais dire, mais peut-être avoir un parent qui décède, parce qu'on peut en faire le deuil. La béance est quelque chose de compliqué. Mais disons que pour moi, tout ça est en fait derrière moi, parce que j'ai vraiment j'ai eu la joie vraiment de retrouver mon père depuis maintenant quelques années, et notamment lors de mon mariage, effectivement, mais ça avait déjà... Et vous avez réussi à restaurer des liens? Oui, vraiment, très profondément, et donc tout ça pour moi est maintenant derrière moi. Et puis c'est vrai que, indépendamment du fait que c'est mon père, c'est vrai que on est dans le même métier. C'est comme les cordonniers qui sont dans le même métier. Est-ce qu'il y a eu de l'influence musicale sur vous? Pas directement, peut-être au niveau chromosomique, au niveau inconscient, mais pas directement. Puisque à cette époque, on vivait sur 2 continents différents, puisque lui vit aux États-Unis. Et en plus, à cette époque, la musique de film n'était pas nécessairement un genre musical qui était très au devant de la scène. Donc pour moi, c'était un petit peu abstrait. J'ai évidemment eu tout le loisir, pendant mon existence, d'admirer énormément ce qu'il a fait sur le plan de la musique de film, et aussi de la musique de scène, puisque une autre période dont on n'a pas parlé, c'est aussi la période du TNP, puisque mon père a été donc le compositeur de Jean Vilar et de toute l'époque du Festival d'Avignon, sa première époque en tout cas, et ce sont aussi des sons qui font partie de mon enfance. On va prendre connaissance de l'actualité, elle vous intéresse? Bien sûr. Vous sentez quoi? Citoyen français, citoyen européen, citoyen du monde? Je me sens citoyen français, donc citoyen du monde. Le journal est présenté par Isabelle Bouloc, et puis attendez-vous dans la deuxième partie de Thé au Café à beaucoup de choses, à des surprises, enfin une émission très nourrie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve la semaine prochaine. Nous sommes dimanche, nous sommes en compagnie d'un homme. Vous étiez avec nous peut-être durant la première partie. Si vous ne l'étiez pas, il va se présenter devant le miroir. Quel est votre prénom? Jean-Michel. Votre nom? Jarre. Votre profession? Compositeur. Situation de famille? Marié. Signe particulier? Je suis à la fois père, fils, mari, musicien, européen,
et en apprentissage. Votre obsession récurrente? J'en ai beaucoup. Remettre les tableaux à leur place, avoir les ongles extrêmement propres, pas seulement pour moi, mais pour les autres aussi, et un certain nombre de tocs comme ça, récurrents, dont j'essaie de me débarrasser, mais j'y travaille, je ne suis pas encore au point. Et votre devise? Alors ma devise, c'est il est sage, je dirais qu'il est sage d'avoir des rêves suffisamment grands pour que quand on court après, on ne les perde pas de vue. Vous venez me rejoindre? Et vous avez beaucoup de rêves? Il faut en avoir, oui. Oui, j'en ai. Lequel est le plus grand? Celui déjà peut-être de voir ses enfants grandir dans un monde meilleur, ou dans un monde enfin satisfaisant en tout cas. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous quand vous vous regardez? Peut-être me couper les cheveux. Mais bon, j'y arrive pas encore, j'y travaille aussi. Pourquoi c'est pas bien? Elle est pas bien votre coiffure? Si, non, c'est pas ça, non, mais bon, à un certain moment, je me dis, je vais couper tout ça, et puis je suis habitué, alors maintenant, je pense que j'ai fait déjà la plus grande partie du chemin avec, donc je le garde. Jean-Michel, je vous avais demandé de venir avec un objet, parce que je trouve ça toujours intéressant, d'avoir un objet personnel de notre invité. Alors, il s'agit de quoi? Alors ça, c'est un objet dont je me sépare assez peu, que m'a offert Anne. Qui est donc ma femme, votre épouse, et que j'aime beaucoup parce que c'est un sac qui a absolument aucune forme, très mou, mais qu'on peut c'est la version pour moi masculine du sac à main. Vous avez une très très jolie alliance. Oui, et ma femme a la Originale. même. Oui, ma femme est noire et blanc. Oui. On l'a créé pour vous? Non, on l'a trouvé ensemble. C'est d'ailleurs Anne qui les a, on les a choisis ensemble et on les avait repérés. C'est elle qui les avait repérés en premier. Et elle nous plaît bien. Moi, j'ai jamais eu de bijoux de ma vie. Et c'est effectivement quelque chose qui nous résume bien, je pense. Et qui vous accompagne tout au long de votre vie. Exactement. Alors, on a passé une journée sans vous. Habituellement, c'est avec. Là, c'est sans vous. Très original, sauf vos traces, avec un de vos fans. D'accord. Oui, vous le connaissez, vous allez voir, il est jardinier et il nous a ouvert tout grand les portes de sa maison. Alexandra Gall. Allez, dépêche-toi. C'est chez moi. On est en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Et là, c'est le musée. J'ai commencé à écouter Jean-Michel, j'avais 12-13 ans. J'ai entendu un morceau, Calypso, ça a fait tilt. Il suffisait qu'il y ait écrit le nom de Jean-Michel Jarre, c'était l'achat tout de suite, quoi. L'achat systématique. Les fèves, le préservatif. Eh oui, il y a eu un préservatif Jean-Michel Jarre. Il y a aussi une montre qui a été designée par Jean-Michel. J'ai le petit objet aussi qui est le seul que je garde vraiment tout le temps sur moi. C'est la représentation d'un des personnages d'un de ses albums, Equinox. Et j'ai eu, je pense comme beaucoup de gens dans la vie, un parcours difficile. J'ai mon papa qui est mort quand j'étais très jeune. Et j'avais l'impression, c'était un peu une évasion. Il y a des disques transparents, translucides, en édition limitée. Les pressages japonais, Oxygène, le CD a été gravé sur une couche d'or 24 carats. Un maxi CD avec la pochette en braille. La pièce que j'ai achetée le plus cher, c'est son premier 45 tours, la cage. Je l'ai acheté 120 €. Systématiquement, quand j'achète quelque chose, j'aime bien noter le lieu, la date où je l'ai acheté et le prix que je l'ai payé. Je dois être, je pense, aux alentours de 5-6 000 € de dépensés. Jean-Michel est un des plus collectionnés. Il y a Johnny Hallyday qui est beaucoup collectionné. Il y a Mylène Farmer. Et il y a Jean-Michel qui est très collectionné, par exemple, en Hollande, en Allemagne, au Japon. Au Japon et en Chine, c'est de la folie. Les Chinois l'appelaient le grand maître de l'électricité. Via ses concerts en 82 qu'il avait fait. À l'époque, il avait fallu couper le courant dans une partie de Pékin pour pouvoir avoir assez de courant pour le concert, quoi. Maintenant, on est dans Paris, dans le quartier chinois, et on va aller vérifier la popularité de Jean-Michel dans le quartier chinois.
Si j'évoque le nom de Jean-Michel Jarre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, il est connu. J'aime bien ses musiques. Il fait que les musiques, sans parole. Avec la lumière, tout ça, c'est super. Oui, il est beau. il est très très beau. C'est le seul artiste qui s'impose, qui se met sur scène tout seul, dont les instruments sont en vedette. C'est complètement philosophie bouddhiste. Hein. Il a fait 2 concerts ici, donc en 95, pour le concert pour la tolérance en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Et en 98, à chaque fois il y a eu des soucis techniques qui ont marqué. C'est-à-dire que par exemple, pour le 14 juillet 95, au début du concert, il y a un des écrans qui s'est déchiré. Et en 98, quand il y a eu la nuit électronique, je me rappelle, j'ai assisté, je me rappelle que la scène a pris feu, le toit de la scène a pris feu avec les feux d'artifice. Il cherche à mettre le lieu en scène avant tout. Quand il fait un concert, c'est pas lui l'artiste, c'est le lieu. Le monument est quand même à la hauteur du bonhomme. Le reportage d'Alexandre Agarde et de Caroline Librecht. Quand on voit ça, d'abord, vous me disiez c'est incroyable. Vous l'avez rencontré, vous avez pas mal de fans, mais vous vous en souvenez pas, si? Ah bah si, lui je crois qu'il vous a rencontré 15 fois. Oui, c'est ça. Donc il les a bien notés. Non, mais je m'en souviens très bien, et c'est vrai que c'est tout à fait touchant. Enfin, moi, je trouve que c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement touchant de voir quelqu'un qui suit votre parcours comme ça avec. Mais c'est quasiment votre biographe. Voilà. Et donc, alors maintenant, ça s'est évidemment amplifié avec Internet. Si bien que si je veux savoir ce que je vais faire demain, je vais regarder sur Internet, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont plus renseignés sur mon agenda de la semaine prochaine que vous-même. moi-même. Ouais. Oui. Alors on a vu aussi que dans le quartier chinois, vous étiez très très populaire. Est-ce que vous êtes, selon vous, davantage prophète à l'étranger que dans votre pays? Vous savez, je crois que et ça c'est très français, et je dirais c'est très anglais aussi. C'est dans les 2 pays dans le monde qui sont comme ça. Fait qu'on a avec son pays un rapport. C'est un peu comme dans sa famille. C'est-à-dire que dans sa famille, c'est toujours plus compliqué les rapports. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans son propre pays, c'est un peu plus compliqué. C'est famille Jeboué. Voilà, il y a un mélange comme ça oui, il y a des rapports ambigus. Mais ça va. Alors vous êtes allé en Chine par 2 fois. Oui. Alors une fois donc à Pékin, c'était donc il y a très longtemps. Mao venait de mourir. Vous étiez quasiment le premier artiste occidental à rentrer dans le pays. Enfin, c'était après la chute de la bande des 4, c'est-à-dire qu'après juste la période de Mao, mais quelques années après. Qu'est-ce qui vous avait marqué déjà à l'époque? D'abord les couleurs, c'est-à-dire que tous ces centaines de milliers de gens habillés ou en vert ou en bleu, et avec ces taches de couleurs comme des fleurs, qui étaient les enfants de moins de 5 ans, puisqu'il n'y avait que les enfants de moins de 5 ans qui avaient le droit de porter toutes les couleurs. Donc les Chinois se défoulaient absolument sur les vêtements des enfants, et donc dans les rues vous aviez ces espèces de taches bleues et vertes, bleu encre de Chine, et vert militaire, vert kaki, et puis à leurs pieds comme des parteurs de fleurs qui étaient des enfants. Et puis le son aussi des rues. C'est-à-dire que moi j'étais frappé à Pékin et à Shanghai à cette époque-là par le fait que nous avons tous grandi, quand on a grandi dans des villes avec les voitures. C'est-à-dire le bruit dans les rues, c'est le bruit des voitures. Or à cette époque, il n'y avait pas de voitures, il y avait que des vélos. Donc on entendait les conversations des gens de l'autre côté du trottoir et les sonneries de vélos. La présentation de vos concerts les plus emblématiques, on a fait un petit montage. Un concert de Jean-Michel Jarre, c'est simple comme une recette bien proportionnée. Il y a d'abord un concept, le concert unique ou Kleenex qui ne se joue qu'un soir. C'est pour moi beaucoup plus poétique et beaucoup plus sincère vis-à-vis du public que de faire au fond une tournée où on répète toujours la même chose chaque soir. Dans un lieu historique qui fait rêver et valorise le patrimoine, comme les pyramides d'Égypte en 2000 ou la cité interdite de Chine en 2004, à une date clé et symbolique, comme le concert de Moscou en 97 pour l'anniversaire de la cité russe et celui de Pologne en 2005 pour le 25e anniversaire de Solidarność. Ajoutez une démarche humanitaire comme le concert au Maroc en 2006 destiné à sensibiliser la planète aux problèmes de l'eau. Un enfant toutes les 17 secondes meurt du manque d'eau potable. Et des préparatifs imposants qui peuvent débuter jusqu'à 6 mois avant le concert pour la cité interdite et employer 300 personnes à l'installation des 300 mètres cubes de matériel.
et vous obtenez des super productions. 170 000 spectateurs en Pologne, 500 000 à Moscou, près d'1 million en Chine. Le tout pour un budget avoisinant souvent 1 million d'euros pour le pays d'accueil, mais 0 pour le spectateur qui bénéficie de concerts gratuits. Si Jean-Michel Jarre est un nom, c'est aussi une méthode. Spectacle gratuit, ça fait partie de votre éthique d'artiste? Oui, enfin, je pense que moi, je pense que c'est important à un moment où on souffre tellement, nous les musiciens et aujourd'hui aussi les cinéastes, du point de la gratuité de la piraterie sur Internet. Il faut ne pas tenir de propos ambigus sur ou qui pourraient prêter à confusion sur la gratuité. Mais je pense que les concerts en plein air ou en dehors, c'est aussi une manière de renvoyer aussi ce qu'on reçoit au public. Ça n'empêche pas en même temps de faire des concerts payants dans des salles de concert qui sont faites pour ça. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'effectivement, quand on est dans un lieu ouvert et libre par définition, et ouvert donc par définition, je pense que effectivement le concert gratuit est la meilleure manière de s'exprimer. Alors cet album, Théo et Théa, c'est le symbole d'un nouveau départ, le mariage avec Anne Parillo, les retrouvailles avec votre père, le changement aussi de maison de disques. Ça donne cette impression-là, voilà, que vous vous êtes peut-être nourri d'autre chose. Oui, il n'y a rien d'autobiographique dans Théo et Théa, mais c'est vrai que, disons que moi j'étais frappé, comme beaucoup d'entre nous ces derniers temps, par le fait que on a l'impression qu'on a de plus en plus on a de téléphones portables, d'outils de communication, de satellites, de chaînes de télévision, d'Internet, plus ça nous renvoie sans doute à un sentiment de solitude, peut-être de manière plus aiguë. Vous le ressentez vous-même personnellement? Bah oui, je trouve que les gens ont du mal souvent à échanger, à parler à leurs voisins de palier. C'est quelque chose qui est plus alors qu'ils reçoivent toutes les informations par écran interposé. Et on voit l'explosion des sites de rencontres sur Internet qui montre bien qu'il y a une quête pratiquement obsessionnelle de rencontrer finalement un partenaire, pas seulement pour des raisons sexuelles aussi, mais pas seulement, mais avec qui on puisse avec qui on puisse partager les mêmes valeurs, les mêmes émotions, le petit déjeuner, mais pas seulement. Et c'est vrai que Théo et Théa, c'est un petit peu non pas l'histoire, mais la description d'une rencontre dans tous ses états. C'est aussi le thème du coup de foudre. Est-ce qu'un coup de foudre peut durer toute une vie? La rencontre est liée on utilise beaucoup de métaphores liées au monde de l'électricité. Le coup de foudre, on se branche sur quelqu'un, le courant passe bien, on peut disjoncter, on peut péter les plombs aussi, ça c'est l'autre versant, l'autre facette. Mais je pense que quand on rencontre, quand on rencontre le sien ou la sienne, on peut mettre du temps, on peut ne jamais la rencontrer. Comment on sait que l'on a trouvé son double? Je crois qu'on le sait, je crois que ça s'impose. Je crois que le coup de foudre, c'est pas un coup de hasard, c'est finalement deux destins qui finalement ont accumulé un certain nombre d'expériences, qui ont parcouru un chemin assez long, qui à un moment donné va créer ce point de rencontre. Mais ce sont deux personnes semblables ou dissemblables? Je crois qu'il y a à la fois peut-être le souhait de trouver une gémellité, mais en même temps, évidemment, une complémentarité, et donc oui, c'est ça, une complémentarité. Je pense que c'est beaucoup plus une complémentarité que trouver son clone. Je veux dire, sauf dans les gens qui sont, ce serait la recherche de son clone, c'est autre chose. Vous avez vécu avec des femmes célèbres, belles et célèbres, Charlotte Rampling, Isabelle Adjani, Anne Parillo. Est-ce que la beauté ça a une influence aussi sur vous et sur votre amour? La beauté induit beaucoup de choses. La beauté, c'est pas seulement l'aspect, c'est aussi évidemment le reflet, surtout à partir d'un certain moment dans sa vie, c'est aussi le reflet de ce qu'on est, mais on peut parfois se tromper. Mais néanmoins, l'esthétique est quelque chose d'important pour vous? Oui, et puis je pense que, alors d'abord l'esthétique est importante, et puis en plus je crois que le mariage de l'audio et du visuel fonctionne bien. C'est pas à vous que je vais le dire.
Est-ce que la rivalité, parce qu'on parlait de célébrité, la rivalité d'ego, vous l'avez connue? Non. Je pense que la rivalité d'ego, elle existe sans doute chez des gens qui sont dans le même secteur. Mais quand vous êtes, par exemple, puisqu'on en parle dans la musique et le cinéma, sont des expressions tellement complémentaires et à la fois, alors qu'on a mariées de manière un peu hâtive ces dernières années, mais qui sont en fait quand même très très différentes. Je pense qu'il n'y a pas de... en tout cas, je n'ai jamais été confronté à ce problème. Alors, vous avez vous-même 2 enfants. Charlotte Rampling en avait un, Barnabé, dont vous vous êtes occupé durant votre vie commune. Oui, c'est drôle quand vous me disiez 2 enfants, parce que c'est vrai que pour moi, j'ai et Anne Barriot en a 3. Voilà, donc ça fait effectivement une grande famille. Ils ont été témoins en fait de séparation, d'union. Est-ce que à un moment de sa vie, on ne se pose pas la question de savoir si on n'a pas cherché en fait son équilibre personnel aux dépens du leur? Ça, c'est une grande question qui se pose de génération en génération. Je pense que tout dépend comment on le vit. C'est une question qu'il faudrait leur poser. Mais je pense que à partir du moment où il y a des choses qui évoluent dans une relation, il faut que les parents, les enfants puissent accompagner. C'est une aventure commune, une famille, et donc s'il y a des modifications, il faut essayer d'en parler, il faut essayer de le gérer au mieux. On sait tous à quel point sont des situations et des moments délicats dans la vie. J'ai essayé de le faire de la manière la plus respectueuse possible par rapport à mes enfants, dans la mesure où on essaie toujours de ne pas reproduire le schéma qu'on a vécu, même si souvent on arrive quelquefois au même résultat. Enfin, j'espère en tout cas que ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que c'est l'autorité parentale et paternelle? L'autorité parentale et paternelle, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le pouvoir. Je pense qu'il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Et c'est vrai que, et notamment l'abus de pouvoir, et l'abus sous toutes ses formes, l'autorité, ça consiste pour moi à donner un cadre à des enfants qui soit absolument strict, et à l'intérieur de ce cadre, de leur laisser une liberté absolue. Et petit à petit, d'élargir ce cadre jusqu'au moment où ils pourront le déterminer eux-mêmes. Est-ce que vous êtes différent aujourd'hui, comme père, entre votre fils qui a 30 ans, votre fille, pardon, Émilie, qui a 30 ans, et puis le petit dernier, donc Dan, qui a 4 ans? Théo, qui a 4 ans. Est-ce que vous êtes un homme différent, un père différent et un beau-père différent? Je pense qu'il y a une expérience qu'on arrive à acquérir au fur et à mesure, et que j'essaie de m'améliorer. On essaie toujours de s'améliorer. C'est vrai que mais c'est pas tellement laborieux. Je pense que c'est peut-être une conscience des choses, peut-être un petit peu plus grande. Quand on a un enfant à 25 ans, c'est pas la même chose que d'avoir un enfant à 40 ou 45 et donc forcément les choses sont différentes. Mais je crois que il n'y a pas de la relation avec un enfant, on ne le dit pas assez, mais c'est une relation à deux. Il y a des enfants, et je ne parle pas des miens parce que je fais aucune différence, mais dans l'absolu, je vois il y a beaucoup de gens qui sont automatiquement séduits et attendris par des enfants. Moi, je ne suis pas nécessairement automatiquement séduit par des enfants, c'est vrai qu'ils sont des enfants. Je pense c'est en fonction de leur personnalité. C'est en fonction de leur personnalité. Et je crois comme les adultes. Voilà, et je pense que dans l'éducation, ça, c'est aussi une histoire à deux, mais j'ajouterais vite que les enfants, je pense, ne doivent être responsables, ne sont responsables de rien. Les parents sont responsables de tout. Alors Théo, on sait maintenant pourquoi Théo est... Alors non, moi j'ai tout de suite fait le rapprochement. Justement, ça n'a en fait rien à voir. Je cherchais en fait deux prénoms qui soient un petit peu des prénoms qui sonnent comme des prénoms qui existent, mais qui n'existent pas vraiment, parce que le Théo, en principe, il y a un H, c'est pas le cas là. Ouais. Non, j'ai pensé plutôt, j'aime beaucoup David Lynch, et j'ai beaucoup été influencé par le film Sailor and Lula en composant cet album. De cette espèce de couple un peu à la fois rebelle et en même temps sale gosse et fun en même temps, et avec donc des prénoms qui sont presque des vrais prénoms, mais pas tout à fait. Et incarnés en plus en 3D grâce donc à Aurélien et à Loïc.
Absolument. Qui ont fait un truc incroyable. Oui, qui ont fait vraiment une vidéo extraordinaire, qui sont les gens qui sont responsables d'une chaîne musicale anglaise qui s'appelle MTV et qui ont fait vraiment un travail formidable en 3D, notamment en modélisant des scènes de danse de ce qu'on appelle le crump, qui a été popularisé par David LaChapelle dans son film Rise, et puis aussi des scènes de chorégraphie des années 80 comme Dirty Dancing. On regarde un extrait. D'accord. Mais vous dites que vous n'avez jamais suivi la mode, en fait, Jean-Michel Jarre. Mais ça, est-ce que c'est pas tendance? Je sais pas, moi, quand Oxygène est sorti, c'est vrai que c'était en pleine vague disco, et après il y a eu le punk, c'était un disque qui a été refusé par toutes les maisons de disques, c'était vraiment totalement, c'était pas du tout dans l'air du temps. Et dans le cas de Théo et Théa, c'est vrai qu'il y a certains morceaux qui sont des morceaux, je dirais, un petit peu dance floor, entre guillemets, mais je pense que c'est lié au thème de Théo et Théa, au thème de la rencontre, parce que les dance floors sont aussi un autre lieu de rencontre. Il y a une énergie et une dynamique aussi que j'avais envie d'exprimer de cette manière-là, et donc je l'ai utilisé un petit peu comme on le fait pour une musique de film. Ce que j'aime bien dans la musique sans parole et sans texte, c'est que c'est un des rares modes d'expression qui permet à l'auditeur de se raconter sa propre histoire, de se faire son propre film. Alexandra Garde a enquêté sur la fabrication de la musique électronique française, qui remporte en fait plus de succès à l'étranger que dans son propre pays, et qui est de plus en plus en fait dans notre espace sonore. Regardez cette enquête d'Alexandra Garde et de Marine Masson. C'est le nouveau visage de la musique actuelle. La musique électronique est une musique qui ne se contente plus d'instruments acoustiques classiques comme le piano ou la guitare, mais qui se fabrique à l'aide d'outils électroniques comme le synthétiseur ou l'ordinateur. Une musique qui est en train de révolutionner notre façon d'écouter et de composer. La musique électronique est née en Allemagne en 1970 avec le groupe Kraftwerk, qui est le premier à utiliser une boîte à rythme et des synthétiseurs. Puis petit à petit, leur utilisation se répand dans les années 80 chez Pink Floyd et Depeche Mode. En France, c'est Jean-Michel Jarre qui entame une véritable révolution, puisqu'aujourd'hui c'est notre musique qui s'exporte le mieux. Pop, rock, folk, il n'est plus un genre qui ne recourt à l'électro. Nos leaders s'appellent R, Daft Punk, Émilie Simon et Aaron, Laurent Garnier, David Guetta pour la techno, 100% électro. Mais comment ça marche ? Premiers outils de la musique électronique, le synthétiseur et la boîte à rythme n'en sont plus les principaux. Pour faire de bons sons, le groupe Aaron utilise un séquenceur sur ordinateur. Ici, vous avez par exemple la grosse caisse, donc ça donne, hop, voilà, ce genre de son. Après, vous avez la caisse claire qui est là, c'est une autre piste encore. Voilà, ainsi de suite. Là, il y a tous les éléments. Vous avez de la basse ici, vous pouvez rajouter du piano. Voilà, on additionne les pistes au fur et à mesure. Et on retrouve les sons ici, sur une table. Après, au fur et à mesure, vous pouvez mettre la caisse claire. Et ajouter au piano. Voilà ce que ça donne. Si aujourd'hui, en guise d'outil, tout est permis, c'est Émilie Simon qui remporte la palme de la fantaisie avec un ordinateur qui se porte en bracelet. Ce sont des contrôleurs donc qui permettent d'agir sur la texture du son en temps réel. Donc par exemple le bras que j'ai souvent sur scène qui me permet d'envoyer des effets sur ma voix sans avoir à être coincé derrière un ordinateur ni derrière une table de mixage. Très importante, la technicité n'est pourtant rien sans les idées, car la musique électronique est d'abord fondée sur l'invention des sons, l'imagination avant l'interprétation. Mes sons, ils viennent de là. Ils viennent déjà de quelque chose que j'entends, quelque chose qui m'inspire, auquel j'aspire. On enregistre des trucs genre des trucs comme ça, et après en fait tu les rentres dans l'ordi, tu les tords. Quand j'étais en train d'écrire La Marche de l'Empereur, ce que j'avais en tête c'était uniquement cette recherche de sonorité du froid, du vent, de la neige, de la glace. La musique électronique c'est quand même une musique instinctive. Je pense que c'est quelque chose de tribal, c'est ça qui m'intéresse. Dans les rêves, ils arrivaient à emmener des humains par rapport au rythme cardiaque. Ils arrivaient à accélérer
le cœur, et ce qui faisait que les gens dansaient comme ça. C'était un truc instinctif qui rentrait dans le corps. Les DJ de l'époque arrivaient à amener les gens par l'instinct, par le ventre et pas par l'intellect. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire c'est tribal, c'est pas cérébral, et même vous dites c'est sexuel. Ah, tout à fait. Ben, c'était tout à fait ce qu'on entendait, ce qui était dit précédemment. Mais c'est vrai que je voudrais ajouter qu'en fait, il y a un côté sensuel et organique dans la manière de faire de la musique. On le voit bien. Il y a un côté cuisine. C'est-à-dire qu'on cuisine les fréquences, les sons de manière, au fond, très sensuelle, très tactile. Et on s'aperçoit que finalement, la musique électronique rejoint une tradition mondiale de la musique, qui est d'une musique plus de tradition orale, du toucher, plutôt qu'une attitude qui est hautement cérébrale, qui est la musique, qui a été la musique qu'on écrit sur une partition avec un crayon. Quand on imagine que pendant des siècles, on a écrit, la seule manière de faire de la musique, c'était d'écrire des notes sur un papier, et ensuite espérer qu'un éditeur puisse trouver un orchestre qui joue la musique, et finalement que la musique prenne forme. Aujourd'hui, on peut être son propre luthier, son propre chef d'orchestre. Ça a modifié totalement la manière de, bien sûr, ça a modifié la manière de faire de la musique et la manière d'en écouter. Alors, bien entendu. Ça vous empêche pas, Jean-Michel Jarre, d'avoir commis ceci? Je te flash, je te love. Non, il me faut une petite. Une brune. Il me faut une petite brune. C'est mieux les petites brunes. D'ailleurs, je n'aime que les petites brunes. Alors si je vous dis Pierre Palmade. Moi, Pierre Palmade, c'est quelqu'un que j'adore, qui aurait pu être un chanteur. D'ailleurs, il le sait d'ailleurs, c'est un chanteur. C'est la musique que vous avez composée là. Oui, la musique que j'ai composée est une idée qu'on a eue un jour parce qu'on était dans un club et on a eu cette idée, et Pierre a eu l'idée de faire ce morceau très drôle. Vous signez encore, ça va? Oui, ça va. Oui, absolument. Si totalement, bien sûr, évidemment. Si je vous dis David Guetta. David Guetta, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un peu la famille parce il travaille avec, on travaille avec quelqu'un qui s'appelle Joachim Garraud et qui est un très grand DJ, un très grand producteur aussi de disques. Et donc c'est un petit peu la même famille, c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup. Alors stop, tous les deux ont croisé leur regard sur vous, Jean-Michel Jarre. Avoir une pochette de disque avec mon nom et à côté de celui de Jean-Michel Jarre, pour moi c'était un kiff, comme on dit aujourd'hui. C'est quand même un monument, quoi, ce mec-là. C'est un peu une légende vivante, quoi. Il est charismatique, il s'en défend, mais il est mystérieux, alors très attirant. Et il a une façon de rien vous demander qui fait qu'on va vers lui. Alors si son regard se pose dans votre regard, on se sent privilégié, je sais pas pourquoi, ça s'appelle le charisme. Ça, c'est peut-être parce que je fais de la musique. Moi, je suis plus impressionné par un album comme Oxygène que par 100 concerts qu'il peut faire. Le spectacle, c'est du travail, c'est de la créativité bien sûr, mais c'est beaucoup de travail. La musique, c'est de la création pure. Hein. On se dit, mais voilà, comment il a fait pour trouver ça à ce moment-là? Son physique, sa façon d'être physiquement, contribue beaucoup à son succès. Ce qui n'est pas de le réduire à un physique, mais c'est sa façon d'être sur scène, sa façon d'être dans la vie. Voilà, il est attirant comme une belle femme. Par contre, ce qui est marrant, c'est que lui, il vieillit pas. Je sais pas comment il fait, le mec. Il ne bouge pas. Il s'est mis sur pause. Il a décidé de ne pas courir à la même vitesse que le temps. Et je crois qu'il veut pas filer la recette. Je lui ai demandé la dernière fois, mais il a pas voulu me la donner. Jean-Michel, en fait, il est très net derrière un brouillard. Alors, des fois, il vous laisse passer à travers ce brouillard, vous avez l'occasion de le voir, et après, quand vous vous éloignez, vous revoyez cette brume. Moi, c'est pas du tout le sentiment que j'ai. Moi, je le trouve complètement accessible, super gentil. C'est un paradoxe, parce qu'il est simple et complexe, il est ordinaire et grandiose en même temps. Il doit avoir peur d'être fou et avoir peur d'être trop raisonnable. Je sais pas s'il est fou, Non, moi, je le trouve assez raisonnable, au contraire. Il est justement trop cérébral pour être fou. Il n'est pas assez bête pour être fou. Il peut être un peu bête pour être fou, je crois. Fou ou raisonnable? Je sais pas, moi j'aime, enfin, c'est évidemment toujours à la fois gênant et touchant d'entendre des gens fou parler ou raisonnable de bien. Pour les départager. C'est effectivement, ils n'ont pas tort. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais je pense que la vraie folie, pour qu'elle arrive à déboucher sur quelque chose, il faut à un certain moment arriver à au moins tenter d'essayer de la contrôler, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire plus ou moins bien.
Alors là, vous n'êtes plus sous contrôle, venez avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez les DJ? Bien sûr, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Installez-vous. Il s'agit du DJ Christopho qui est avec nous. Bonjour. Vous l'avez essayé? Vous les connaître? Oui, je connais, mais là, je te laisse. Vous me laissez? Hein? Allez. Ce que j'aime bien. On y va, Jean-Michel. Regardez. Qu'est-ce que vous aimez bien? Moi, ce que j'aime beaucoup puisqu'on utilise les mêmes instruments, c'est qu'en fait, il est devant des fourneaux. C'est exactement comme dans une cuisine. C'est-à-dire qu'on passe les plats, comme on passe les disques, les vinyles là dans ce cas-là des CD, mais en même temps il y a ce côté en même temps de cuisiner des fréquences, de cuisiner des sons. Il y a un côté, moi qui suis lyonnais, il y a un côté culinaire que j'aime bien. Et finalement, bon, moi je suis pas DJ, mais je travaille sur les synthés plus que sur les platines, mais finalement c'est exactement la même chose. Le fait de pouvoir travailler bidouiller, cuisiner les fréquences comme on cuisine des ingrédients pour faire des plats plus ou moins bons, suivant si on est inspiré et suivant le talent bien sûr. Vous avez très bien résumé la chose. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. On vous Bravo en trouve tout cas. À Solidaise? À Solidaise et au Rex Club au juillet. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. On a appris des choses grâce à vous. Nous allons au dos à dos. En amour, qu'est-ce qui vous fait disjoncter? Alors, dans le bon sens, la vérité. Et dans le mauvais sens? Le mensonge. La dernière fois que vous avez pété les plombs? Devant l'attentat dans le collège américain qui s'est déroulé il y a quelques jours. Le lieu le plus insolite pour une rencontre amoureuse? Les sous-sols de la Tour Eiffel. Vous avez connu? Non, non, mais je ne connaîtrai donc pas, j'ai pas de regrets puisque je n'ai plus de rencontres amoureuses à faire, j'ai ce qu'il me faut et plus que ça. Avez-vous déjà eu recours aux sites de rencontres dont on parlait sur le net? Pas du tout, c'est quelque chose que j'en ai pas eu besoin. Avez-vous déjà séduit la petite amie de votre fils? Non, certainement pas. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Ça, il faut le demander à l'autre. Accepteriez-vous de faire la musique d'un film pornographique, le générique ou la musique? Il faut voir. Il faut voir quoi? Le film. Le film. Et le pire cauchemar que vous ayez fait la veille d'un concert? C'est d'oublier mon pantalon, ce qui m'est arrivé en plus après avoir rêvé à ça. Comment ça, oublier votre pantalon? Vous êtes allé comment, en caleçon? J'étais en sorte de survêtement et j'avais oublié le pantalon que je devais avoir sur scène et on avait déjà commencé à filmer une partie la veille, donc il fallait absolument que je sois raccord et il était à l'autre bout de la ville. Et c'est bizarre parce que c'est un rêve que j'ai fait à peu près un an avant et c'est vraiment le rêve prémonitoire, ça m'est arrivé, ce qui est assez ridicule, mais enfin bon, c'est la triste vérité. On tourne à table? Absolument. Je voulais vous demander, Jean-Michel, quel est le mot de la langue française que vous préférez? Chamade. Il y a une raison particulière? Non, ça sonne la bien. musicalité du mot? Oui. Enfin, il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'ai hésité. Retrouvailles, enfin tous ces mots. Oui, retrouvailles, tous ces mots qui sont typiquement français, qu'on ne trouve pas du tout en anglais, par exemple. Même presque un peu désuet, d'ailleurs. Oui, d'une certaine manière, mais... Quelle première mesure aimeriez-vous voir prendre par le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République? Alors, il y en a beaucoup, mais dans mon domaine, c'est d'arrêter de voir les enfants de ces temps revenir avec le pipeau en plastique et la méthode rose. Quand on commence à aborder la musique. Je pense qu'il serait temps quand même de passer à autre chose. C'est-à-dire c'est ringard. C'est pas ringard, c'est simplement. Pas adapté. C'est pas adapté, c'est
plus crucial que ça. Alors évidemment, il y a des problèmes beaucoup plus importants que cela, bien que ça ne soit pas du tout un problème secondaire. Mais je pense que ça fait qu'en France, on continue à considérer la musique comme quelque chose qui est réservé à des gens qui seraient doués ou réservé à, non pas nécessairement une élite, mais à des spécialistes. Alors que c'est un cas totalement unique. En Europe, ça n'existe plus du tout depuis des lustres. Mais évidemment, il y a effectivement beaucoup d'autres choses, et notamment dans le domaine de l'éducation. Je pense qu'il y a des choses vraiment qu'il faut absolument changer et approfondir et transformer dans notre système d'éducation. On parlait d'éducation musicale, mais on peut parler d'éducation artistique plus globalement, et notamment la peinture. Vous adorez la peinture. Vous peignez d'ailleurs. Oui, moins maintenant. C'est vrai que des gens comme Jackson Pollock ou Soulage ou tout ce qu'on a appelé, dans le cas de Soulage, l'abstraction lyrique, par exemple, sont des choses qui m'ont beaucoup apporté entre 14 et 18 ans, parce que ça a été pour moi finalement un accès à la musique électroacoustique, c'est-à-dire le fait de mélanger des couleurs et des textures, comme le faisaient des gens comme Dubuffet, par exemple, de mélanger de la matière. Et finalement, je l'ai retrouvé ça dans l'enseignement que j'ai eu avec Pierre Schaeffer, de mélanger justement des fréquences et des sons et des bruits. C'est finalement la même chose. Françoise Gall a exposé sur le plateau de Théo Café ce matin. Ce sont des toiles qui sont construites par des lignes et des figures et qui fusent de lumière, d'où fusent lumière et couleur, et qui donnent comme ça un rythme et puis une passion. Et je voudrais vous offrir Picasso peint Guernica. C'est aux éditions Rue du Monde. Ce sont des textes d'Alain Serre. Et ce livre est lisible à partir de 8 ans, et puis évidemment pour plus grands, qui raconte la jeunesse donc du célébrissime tableau Guernica, comme la colère jaillit des entrailles de l'artiste espagnol après le bombardement de la ville. C'était en 1937. Et je sais que vous aimez Baudelaire. Oui, aussi, bien sûr. La maîtresse de Charles Baudelaire, c'est une histoire qui est donc consacrée à celle qui fut appelée Vénus Noire, la mulâtresse, et qui raconte donc son idylle avec cet auteur que vous appréciez tout particulièrement. C'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Théo, sans H. Théa. Voilà, c'est Jean-Michel Jarre, c'est son nouveau CD, il est là. Est-ce que je pourrais vous demander votre futur projet grandiose? J'ai un engagement de plus en plus important avec les Nations Unies, avec l'UNESCO, sur 2 programmes qu'ils ont. C'est le programme Je rentre du Maroc, que sur notamment sur le problème de l'eau potable, le programme L'eau pour la vie et Water for Life, et la lutte aussi contre l'illettrisme, qui sont deux domaines sur lesquels travaille l'UNESCO particulièrement et dans lesquels je m'investis pas mal. Et donc j'ai un certain nombre de projets avec les Nations Unies liés à ces 2 thèmes dans les mois qui viennent. Merci. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci. Samedi prochain, nous serons en compagnie d'un visionnaire également, Joël de René, qui est un grand chercheur, un scientifique, et il nous parlera des scénarios du futur. Comment il imagine notre société dans 20, dans 30 ans. Il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Et nous recevrons aussi le lendemain Vicente Lizarazu, l'ancien footballeur qui est à la retraite, mais qui fait énormément de choses, notamment d'ailleurs en matière d'écologie. Cette émission sera rediffusée cette nuit, et puis elle sera aussi diffusée sur Internet à partir de lundi. Vous pouvez nous écrire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir, et nous vous répondons. Passez une très très bonne semaine, et on se retrouve pour un nouveau Théo Café dès samedi prochain. Au revoir, merci. Merci Jean-Michel. Merci Catherine. Find your